Hello! Hello! Bienvenue dans Celluli News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, il y a la technique, c'est Jessie. Par quoi est-ce qu'on commence? Ça? Allez, la valse des fantômes. Oui, peut-être le concours YouTube de la semaine passée. Je vous laisse encore une semaine, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le tirage au sort, tout simplement, comme des boulets. Et donc on vous en reparlera la semaine prochaine avec le gagnant. Donc vous pouvez toujours continuer d'aller participer sur la vidéo précédente, donc celle de la semaine passée, pour vous occuper de tout ça, et on verra la semaine prochaine. Le tirage sera là, ça c'est, je m'y engage, vraiment, mais on fera autre chose. Allez, la valse des fantômes. Jeu pour enfants, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, un duo de Wolfgang. Wolfgang Dirschkerl et Wolfgang Lehmann. Il y a beaucoup de Wolfgang dans le domaine du jeu de société. Oui, dont un très très connu, du coup. La valse des fantômes, jeu pour enfants, hein, à partir de 5 ans. Donc, si je me souviens bien, il va y avoir des petits fantômes magnétiques qu'on va faire bouger avec des réglettes. Je pense que c'est un jeu coopératif, il me semble bien. Tout à fait. Et en fait, après, quand vous allez faire bouger, les fantômes vont commencer à se déplacer partout, parce qu'ils sont aimantés, comme j'ai dit. Donc c'est complètement aléatoire, on ne sait jamais sur quelle case ils vont atterrir. Bien sûr, parce que c'est les aimants qui les font déplacer, évidemment. Le but du jeu, je sais pas plus de ça. Il faut récupérer des objectifs sur le plateau. Oui. Et justement, on se fait souvent déloger par le fantôme en question. Voilà. Ouais, franchement, j'ai vu une vidéo où ça bougeait. C'est extrêmement ludique. C'est très très chouette de voir ces fantômes se déplacer et tout ça. Je trouve ça vachement bien fait. C'est quand même pas mal d'avoir tous ces beaux jeux comme ça là pour enfants, avec du matériel, je pense aux éclair-tout par exemple, parce que je le vois là, à Dodo par exemple, parce que je le vois là aussi. J'aurais tellement aimé avoir des jeux comme ça dans mon enfance. Incroyable. Donc la valse des fantômes, c'est chez Dreimager. Oui, c'est un mix entre le jeu de société et le jouet, quoi. C'est un bon hybride entre les deux. Oui, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Halté! Ah là, on passe directement sur du lourd. Oui, du lourd dans cette vidéo, il y en aura quand même. Hein. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, monsieur Ole Steines. Oui. Et un inconnu, monsieur Paolo Mori. Un des auteurs préférés de Laurent. Qu'est-ce qu'ils nous ont tout fait? Parce que moi, j'ai quelque chose sur mon copion que je regarde comme ça. Ah oui, monsieur Mori, il en a fait plein. Hein. Dans les vieux jeux, on va dire Augustus. Ouais. Dans les plus récents, Captain Flip. Oui. Et un que j'ai beaucoup aimé, Blitzkrieg. Oui, effectivement. Dans les jeux à deux joueurs, oui. Moi, c'est le match du siècle. Maintenant, je ne sais pas si c'est Paolo Mori ou si c'est l'autre auteur qui l'a fait, mais je crois que c'est Paolo Mori sur le match du siècle. C'était jeu à deux joueurs sur la thématique de l'échec, c'était exceptionnel. J'ai adoré, mais vraiment, c'est très froid. Comme un peu tous les jeux abstraits, le matériel aide pourtant à l'immersion. Moi, je me suis vraiment en train de faire une partie d'échecs sur ce tir à la corde. Mais parlons d'Alté, du coup. Ah, et monsieur Ole, il a fait champion de Midgard. Ok. Ah oui, j'avais pas vu ça passer. Bien vu. Oui, ok. Une localisation française a été signée, il me semble, et c'est pour dans plusieurs mois avant qu'il arrive. Donc là, ici, on est sur des jeux en VO. De mémoire, c'est du deck building, il me semble, en partie avec de la... Est-ce que c'est de la conquête de territoire? Il y en a. On n'est plus sur du développement de civilisation, avec un petit peu d'interaction sur les territoires, on va se déloger les uns les autres, mais en fait, il y a très peu de combats et on n'utilise pas les dés pour les combats. Okay. Personnellement, je ne suis pas grand fan des illustrations. Je trouve pas ça... au contraire, moi je trouve ça très beau. Ok, ben voilà, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Et c'est Paulina Anuniemi qui nous a illustré ça. Gros buzz à Essen sur celui-là, au Essen dernier, pour Halté. On avait essayé d'en choper, mais malheureusement, ils nous avaient dit qu'ils étaient, ils étaient complètement sold out, et donc on a dû attendre le retirage pour en faire revenir. Donc Halté, et c'est de la VO, bien sûr. Et c'est surprenant que ce soit édité à l'origine par Ares, qui est surtout une maison d'édition qui fait des gros jeux et du wargame, alors que là, on est sur un jeu qui est quand même très accessible. C'est pas bien compliqué à mettre en place. Si j'ai bien vu,
10 plus, il me semble. 12 plus, 13 plus. Oh, 13 plus. Ok. Je ne sais plus qui en disait énormément de bien. Je me demande si c'est pas Boris qui l'avait joué, qui avait beaucoup aimé, ou alors Pénélope peut-être. Je me rappelle plus, c'est un des deux. Mais en tout cas, les critiques sont très bonnes. Oui, il fait envie celui-là. Ouais. On va rester dans du gros. Allez. Nommé au Diamant d'Or, c'est Minos. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Stan Kordonski. Oui, qui nous a fait Dice Hospital. Que j'aime beaucoup, moi. Endless Winter, que j'aime nettement moins. Qui est constamment déstocké, il ne trouve pas son public. Allez savoir pourquoi. Et les Sombres Royaumes de Valeria aussi. Ok. Dans la longue série de tous les jeux Nanana Valeria. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je salue mon ami Costin de la chaîne Board Game Pixel qui était venu au magasin pour faire une interview de Stan Kordonski. Donc bien entendu, il l'a fait en distanciel. Hein. Et ben, il a fait l'interview de moi au magasin, là derrière. On avait mis des jeux de Stan Kordonski derrière lui. C'était pour l'anecdote. Salut Costin. Voilà, j'ai passé mes messages. J'emploie YouTube à la place de lui téléphoner. Minos, si vous voulez en savoir plus là-dessus, sur la chaîne, il y a un bûcher-laurier qu'on a fait avec Laurent. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Il reprend la mécanique principale de Coimbra, à savoir un draft de dés. Et donc on va drafter les dés, venir se positionner sur des actions, mais on risque de se faire déloger par les plus grosses valeurs et tout ça. Donc c'est bien. C'est vraiment bien. Par contre, c'est long, c'est vraiment long. Mais clairement, c'est un peu dans la mouvance de tout ce qui sort pour le moment, où tout est vachement trop long. Vraiment. Donc on a joué il y avait les Expert Game Awards ici ce dimanche, et les jeux sont d'une longueur incroyable. Même quitte à me sortir complètement de ma partie, tellement c'est long. Et donc c'est un peu ça. Donc Minos, c'est bien, c'est vraiment très bien. Par contre, ça m'a vachement donné envie de jouer à Coimbra. Donc voilà, qui reste pour moi au-dessus. Pourquoi? Parce que le jeu est peut-être a une très belle tension dans les premiers tours au niveau des ressources, il va falloir payer et tout ça. Et en fait, il perd cette tension sur la longueur. Et donc, on se retrouve avec une brouette de ressources. Et c'est dommage, sinon le jeu est très plaisant, cette mécanique de dés, mais enfin, magnifique. Vraiment. Donc, c'est Minos, et c'est là. C'est aussi du développement de civilisation, comme dans Alité. Oui, parce qu'on va conquérir certains territoires, puis on va essayer de se les reprendre à la majorité, genre de choses. Il me semble que c'est comme ça. Mais il n'y a pas de combat hein, dans celui-là. Du tout. Oui, c'est plus du développement de civilisation, parce qu'on va faire des actions en fonction de où on s'est positionné. Et voilà. Enfin, voilà. C'est surtout cette mécanique principale de dés qui fait que on va... Voilà, je trouve ça génial, la prise de risque en fonction des valeurs et tout, c'est pas mal. Voilà, nettement plus léger, mais vraiment nettement plus léger. Dans un autre style. Dans un autre style. Lâche pas la savonnette, et c'est, comment ça s'appelle, l'édition extra large. Pourquoi? On va pas en faire des tonnes parce que c'est pas spécialement un nouveau jeu. Parce que, en fait, là, vous avez le condensé de ce qui se faisait avant. Avant, vous aviez Lâche pas la savonnette et vous aviez une extension où vous aviez la boîte à savon, en fait. Bien dans ce jeu, vous allez essayer de vous défausser de vos cartes, je pense. Et encore, quand vous y êtes parvenu, c'est pas encore terminé parce que je pense qu'on peut vous remettre en prison et vous pouvez revenir. J'y avais joué, c'est très plaisant. C'est un peu graveleux aussi. Oui, c'est très en dessous de la ceinture, voilà. Oui, clairement. Parce que dans les douches, ne lâchez pas la savonnette. Voilà. J'en parlerai après. Hop là. Santé. Top Cap. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, monsieur Enrico Gandolfo, qui est connu pour Top Cap. Voilà. Il y a un début à tout. Le jeu d'apéro rapide et malin, capsule en main. Effectivement, parce que dans ce packaging, vous allez avoir un tapis sur lequel vous allez disposer vos capsules. Vous allez jouer avec des capsules. Et en fait, le but est d'aller vous placer sur la bouteille adverse avec vos capsules. Et comment on bouge vos capsules? Elles vont se déplacer d'un certain nombre de cases en fonction du nombre de capsules qui sont adjacentes à elles, quoi. Donc c'est un jeu totalement abstrait pour ceux qui aiment bien. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu très tactique.
Le conditionnement est top, ça coûte 2 fois rien. Je trouve ça vraiment pas mal. Et en fait, c'est le début d'une série. Je pense qu'on devrait Oui, ils sont 4 normalement. Il y a un autre jeu dans la même gamme, Ford Genesis, qui se joue aussi sur un petit quadrillage avec des capsules. Sauf que dans cette version-là, les capsules ont chacune des pouvoirs, ce qui n'est pas le cas dans Top Cap. Elles ne font que se déplacer. On a aussi Catacombe, un jeu avec des chats qu'il faut empiler sur des dés. Et on a aussi Lightseeker, ça c'est plutôt avec des cubes en 3D où il faut essayer de recréer des zones de lumière et d'ombre de la plus grande taille possible. Ok. Tu as l'info si elles vont être localisées ou pas? Parce qu'en fait c'est un Kickstarter à la base. Oui, tout à fait. Non, aucune info sur une possible localisation, mais je ne vois pas pourquoi ils auraient édité celui-ci qui est le plus simple de la gamme et pas les autres. Oui, bien sûr. Nous verrons, l'avenir nous le dira. Allez, Deep Sea Adventure, et c'est l'édition Boost, parce que Deep Sea Adventure, ça a déjà de l'âge, je pense. Oui, c'est pas nouveau. Même une petite dizaine d'années. Ah, carrément. Ouais, je pense quand même que ça fait un petit temps, quand même. Hein. Ah ouais. Oui, ah oui. Dites-le en commentaire quelle année, mais oui. Je pense qu'on s'en approche, en tout cas. Qui nous a fait ça? Jun et Goro Sasaki. Bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu un jeu d'enfoiré, enfin, ça reste gentil, c'est de l'ambiance. En fait, vous avez un réservoir commun d'oxygène, vous êtes un sous-marinier, et vous allez aller plonger pour ramener des trésors à bord. Le but est d'être le plus riche à la fin, donc d'avoir ramené le plus de trésors. Mais en fait, quand vous prenez un trésor sous l'eau, vous commencez à consommer l'oxygène, qui est commun à tous les joueurs. Et donc, des fois, vous parvenez à remonter, mais tout le monde va consommer de l'oxygène, mais vous avez consommé tellement d'oxygène que les autres restent au fond de l'eau. Donc, on va jouer ça en 3 manches, et si vous n'êtes pas parvenu à remonter les trésors, et que vous mourrez dans d'atroces souffrances par manque d'oxygène, vous allez laisser vos trésors au fond de l'eau, mais ils vont s'empiler. Ce qui fait que de manche en manche, vous allez avoir des trésors de plus en plus importants. Et donc la prise de risque va être de plus en plus importante parce qu'on va vraiment vouloir aller le plus profond possible pour ramener un gros paquet de trésors là-dedans. Donc j'ai beaucoup joué à Deep Sea Adventure en son temps. Il y a fort longtemps. Et donc, pourquoi ce nouveau packaging? Parce qu'ils ont mis un 3e dé. En fait, vous lanciez 2 dés qui vous faisaient savoir quelle est la consommation d'oxygène que vous alliez prendre, enfin le déplacement, et en fonction de la consommation d'oxygène. Et bien, dans ce 3e dé, vous pouvez décider d'utiliser les 3 dés et donc de booster aussi cette consommation d'oxygène qui fait que il va falloir être encore plus prudent parce que ça risque d'aller encore plus vite de remonter à bord du sous-marin pour essayer d'avoir des trésors, parce que c'était pas garanti, hein, en fonction du résultat des dés, les déplacements. Tu disais utiliser les 3D, il me semblait que c'était lancer les 3, mais en sélectionner que 2. Oui, mais c'est l'action boost. L'action boost te fait prendre le 3e dé, ce qui fait que tu as une 3e valeur au dé pour consommer. Oui, mais tu additionnes pas les trois valeurs. Quand tu fais le boost, si, je me sens plus. Ah, je pensais que tu ne choisissais que 2 dés sur les 3. Oui, mais ça, c'est normalement à ton tour de jeu. Donc, dans l'édition précédente, tu lançais les 2 dés et ça te donnait ton déplacement, en fait. Mais ici, tu vas lancer les 3 dés, tu vas en sélectionner 2, comme le jeu classique, mais tu peux décider d'en prendre 3 et d'additionner les valeurs. Mais bien entendu, si tu additionnes, tu consommes de plus en plus d'oxygène, ça va aller de plus en plus vite, tout simplement. Et tu es de plus en plus lourd à mesure que tu trimbales des trésors aussi, donc tu avances moins vite. Donc tu consommes... Enfin voilà, oui, c'est très malin. C'est une gamme pas si facile à vendre que ça, hein, les One Games, parce que ça reste quand même assez cher. On est quand même sur presque 22 € pour une toute petite boîte, mais c'est toujours des petites boîtes qui sont blindé de matos. Mais vraiment, il n'y a pas de vide dans les boîtes japonaises. Ah non, clairement pas. Là, ça bouge à peine, hein, tellement il y a du matériel à l'intérieur. Donc c'est du One Games. Sans transition aucune. Après la petite boîte, la grosse. Frosthaven est là. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Isaac Childress. Qui nous avait fait Gloomhaven et Gloomhaven, les mâchoires du lion. Voilà. Et la micro-édition Button and Bugs, c'était pas lui. Justement, c'était d'autres auteurs qui s'en étaient occupés. C'est pas une extension.
Non, non, la petite version. Ah ok, oui. C'est ça, oui, la toute petite boîte qui est revenue en stock chez le fournisseur. Donc à mon avis, la semaine prochaine, on en aura un nouveau, parce que j'en ai recommandé. Donc ça n'avait rien à voir, hein, parce que la boîte, elle était comme ça, comparée à celle-là. De la boîte de Deep Sea Adventure. Oui, c'est ça, c'est à peu près le ratio, là, vous l'avez. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? C'est une boîte pleine de vide. J'arrive à peine à la soulever. Donc, 16 kilos. 16 kilos, elle fait 16 kilos. Ok, c'est 16 kilos de matos. Qu'est-ce qu'on va trouver? Une centaine de scénarios. Encore plein de personnages, presque une vingtaine, il me semble. 17, mais peut-être qu'il y a des personnages cachés au fur et à mesure de la campagne. Frosthaven, c'est quoi? C'est Gloomhaven dans l'univers du froid. Hein. C'est un peu ça. Un jeu d'aventure, hein, tout ce qui va avec coopératif, de mémoire. Oui, tout à fait. Il me semblait bien. Est-ce que j'ai joué à ça? Mais non, je ne me lance pas là-dedans. Il faut juste 17 ans pour en arriver à bout. Et bien entendu, ils sont encore capables de nous faire une extension de mission au cas où, hein, on n'y arriverait pas. Il paraît que c'est vraiment bien. C'est une belle aventure. Donc, c'est encore plus difficile que Gloomhaven. Oh là là. Par contre, avec Gloomhaven, apparemment, les personnages et tout ça qui étaient dans Gloomhaven pourront être joués avec cette boîte-là. Et par contre, le prix va avec. Hein. Oui. C'est rien à... Allez. C'est bien entendu des versions françaises, hein, parce qu'il était aussi sur Kickstarter, il me semble. Oui, tout à fait. On passe du côté des jeux de plis. On a reçu Cosmos. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Cosmos, 3 personnes. 3 personnes. Takacha, Gitas et Pachi. Voilà. Je ne vais pas savoir vous en dire grand-chose parce que je n'ai pas joué. Par contre, c'est apparemment un jeu de plis dans lequel il va falloir essayer de faire le moins de plis possible. C'est toute particularité. On va le mettre au prochain... au planning du prochain Prenez le pli, on va essayer, parce qu'on a l'ami Sylvain Baudet qui vient nous rendre visite par chez nous, notre ami suisse, on ne sait même pas s'il est suisse, il est tellement dans toutes les vidéos ludiques, et donc c'est avec grand plaisir qu'on va l'accueillir, et on va peut-être tourner des Prenez le pli, donc peut-être qu'avec un peu de chance, on mettra Cosmos au planning de ça. D'ailleurs, un Prenez le pli, on en a publié un hier sur la chaîne de Golden Meeple. Donc allez voir, c'était notre marathon pli. Niveau de pli, on a des retours en stock. Hein. On a Circus Flocati, qui est revenu, mais on a surtout Aegis qui est revenu et Trick Takers. Trick Takers, qui est un des pères de King's Trick Takers, qui va bientôt être localisé en français par Pixie. Ça fait des mois qu'ils travaillent dessus, et ça n'aura pas grand-chose à voir, parce que les éditions sont de l'extrême. Aegis, j'avais beaucoup aimé, et pourtant, normalement, je ne devais pas être la cible de ce jeu, et j'ai vraiment beaucoup aimé. On a aussi reçu 535 avec, mais pour le moment... en Belgique, c'est un peu le chaos, donc il y a des grèves de tous les côtés, donc il manque un colis pour le moment, donc on ne sait pas encore distribuer 535, parce que les jetons qui vont avec 535 sont dans l'autre colis, tout simplement. Donc ça ne saurait tarder, je pense qu'à mon avis, d'ici la semaine prochaine, nous espérons que tout soit rentré dans l'ordre et que les colis arrivent de façon normale après. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en préco, en machin? En préco, en KS, rien du tout. En retour en stock, Duck and Cover. Ah oui, j'avais oublié de le mettre sur la table, oui. Donc Duck and Cover est revenu. Moi j'aime beaucoup Duck and Cover, je trouve ça, je ne vais pas dire malin parce que c'est assez crétin, mais je trouve ça très plaisant. Très plaisant. On devrait aussi avoir dans la même veine, hein, dans les Skijo-like, les Flip 7, je pense qu'il est sur la route. C'est donc incessamment sous peu, mais donc aujourd'hui c'est une journée compliquée en Belgique. Donc d'ailleurs on tourne au matin. Donc Jessie nous a fait l'énorme effort de venir jusqu'à nous. De se lever le matin, ça c'était un énorme effort. Se lever le matin, c'est un énorme effort, mais surtout que les transports en commun c'est compliqué. C'est très compliqué pour une grève nationale. Donc déjà merci à toi d'être là.
On tourne le matin, c'est pas plus mal en fait. Je me demande si... On est encore frais, donc c'est... Ouais, en fin de journée, on a plus de mal. Mais comme vous pouvez le constater, ça n'a aucun effet sur ma mémoire. Hein. Donc voilà. Donc, mais peut-être que je vais garder ce format-là, parce qu'au final, ça me fait ne pas mettre en ligne la vidéo à 23 h le jeudi. C'est plutôt pas mal. C'est appréciable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a radoté, hein. Non, puisque le concours... La semaine prochaine. Voilà. On ne peut rien en dire pour le moment, le mystère reste entier. Le mystère reste entier. On n'a pas encore retiré au sort tout simplement le ou la gagnante du concours. Le mot de la fin du coup. Mettez-vous aux jeux de société et go muscu. Ouais. Allez-y. Au pire, si elle ne vous plaît pas, vous en servez pour faire comme dirait Alex, des overhead. Hein. Donc allez, bonne chance. À bientôt. Hein.